Nous accueillons maintenant sur le plateau de Direct Investisseur Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors aujourd'hui, vous nous proposez ce matin une valorisation de la société Essilor qui a publié un chiffre d'affaires en repli au premier trimestre la semaine dernière. Alors oui, pourquoi? Historiquement, pourquoi? Je me suis intéressé en fait. Ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs trimestres, on a appris que Essilor allait se rapprocher de Luxottica. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un rapprochement qui a, selon moi, énormément de sens. C'est le leader européen, Luxottica. Luxottica est leader européen, mais surtout au niveau des produits. C'est-à-dire que Essilor fabrique des verres et Luxottica fabrique des montures. En gros, Essilor c'est Verilux, Verolux et Luxottica c'est Ray-Ban. En gros, notamment, ce sont deux produits qui sont très connus, très populaires. Voilà, donc ça peut avoir du sens. Je me suis posé la question de voir en évolution comparée face au MSCI World, où est-ce qu'on pouvait se situer? Eh bien, j'ai remarqué quelque chose qui m'a plutôt surpris, c'est que le MSCI a pris 18,16% depuis cette annonce de rapprochement d'intérêt économique, alors que Essilor a pris seulement 6% et Luxottica a perdu 0,17%. Pourquoi? Je me suis posé la question, j'ai essayé de savoir pourquoi. Eh bien en fait, probablement qu'une des réponses, au-delà de ce rapprochement stratégique qui a selon moi énormément de sens, il faut se plonger dans les liasses fiscales, dans les bilans et comptes de résultats de ces deux sociétés pour remarquer qu'elles sont très similaires l'une à l'autre. On le verra sur la slide suivante, mais en gros, elles réalisent des chiffres d'affaires similaires, elles réalisent des niveaux de marge d'EBITDA qui sont similaires et donc grosso modo, c'est un groupe qui devrait atteindre, on parle d'un deal de plusieurs milliards, on est à peu près à 48 milliards, 50 milliards de valo, donc c'est quand même gigantesque. Mais pourquoi est-ce que dans ces cas-là, les cours n'ont pas réussi à prendre? Pourquoi les investisseurs semblent être un peu, je dirais, dubitatifs face à ce rapprochement? Eh bien, une des raisons, c'est probablement que fondamentalement, eh bien, les groupes n'arrivent pas à dégager suffisamment de croissance, de croissance en base homogène, comme il l'explique. Donc c'est de la croissance interne, en gros. Donc on arrive difficilement à dépasser chaque année 4% de croissance. Donc typiquement, ça a un impact évidemment sur le niveau des marges qui n'arrive pas à prendre. On est coincé entre 17 et 18-19%. Le management table pour 2018 sur une marge opérationnelle d'environ 18,4%. C'est bien pour le secteur, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et je dirais c'est trop flat, c'est trop linéaire pour pouvoir intéresser des investisseurs qui pourraient éventuellement vouloir spéculer à la hausse sur ces deux sociétés. On a vraiment du mal à le croire quand on voit le prix des lunettes pour le consommateur. Alors c'est effectivement, je crois que quand on regarde le marché de l'optique mondial, on se rend compte que le marché européen est un marché extrêmement porteur, c'est le premier marché, et quand on regarde le marché européen, le marché français représente quasiment 40% de ce marché-là. Or, en France, on le sait bien, depuis quelques temps, Emmanuel Macron a décidé de rallonger les délais de remboursement des lunettes, ce qui fait que, eh bien, ça a un impact sur les volumes de vente, et donc ça a très légèrement fait baisser, je dirais, les volumes de vente en 2017 et probablement en 2018. Sur ces tableaux qu'on voit, qui sont tirés de Zone Bourse, eh bien, on voit les évolutions de comptes de résultats de Luxottica et d'Essilor, et on voit que c'est quasiment similaire. C'est-à-dire que à gauche, vous avez le montant, la variation en valeur absolue, et à droite, vous avez la variation en valeur relative des niveaux de marge d'exploitation, des niveaux de marge nette. On voit que c'est quasiment similaire. On est sur deux groupes qui réalisent des performances identiques. Seulement, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à développer leur vente? C'est vraiment ça aujourd'hui la grande interrogation. Au T1 2018, Essilor nous expliquait que l'impact du manque de soleil dans les principales régions qu'il travaillait était une raison. Ça peut paraître simpliste comme ça, mais oui, c'est une vraie raison. Moi, aujourd'hui, il y a 15 jours, le soleil est apparu, je suis allé m'acheter une paire de lunettes de soleil. Donc, typiquement, oui, ça a du sens. Ceci étant... Des Ray-Ban. Des Ray-Ban. Donc, voilà, donc tout ceci a du sens, seulement les leviers, les catalyseurs ne semblent pas être suffisamment importants pour permettre au chiffre d'affaires et au niveau de marge de se développer. Ceci étant, quand on valorise la société sur ses niveaux de croissance de chiffre d'affaires et les niveaux de marge opérationnelle, donc moi dans mon modèle, je suis resté sur un modèle de croissance, pour mon calcul DCF, sur un modèle de croissance à 4% sur 10 ans et un niveau de marge opérationnelle. Alors moi pour l'année, je suis à 17%, j'essaye de voir un peu plus bas que ce que le management tout annonce, mais en tout cas avec ces hypothèses principales, eh bien j'arrive à un niveau de valorisation à 127 €. En gros,
l'action. Donc ça reste quand même un potentiel, il y a un potentiel de croissance qui quand même est assez important. On est à 114 à peu près euros l'action, le titre aujourd'hui. Donc typiquement, ça me semble avoir du sens. Mais aujourd'hui, quand on regarde techniquement, on a l'impression quand même que les investisseurs, techniquement, on voit que le cours est enfermé dans un canal baissier. Il travaille la limite haute de ce canal. Il évolue depuis quelques temps dans la partie haute de ce canal. Donc typiquement, on se rend compte que les acheteurs et les vendeurs se posent réellement la question de savoir s'il faut sortir ou non, ou s'il faut acheter. Et très clairement, là, on verra que le cours bute sur cette limite haute de canal ascendant, descendant. Donc typiquement, il y a quand même, je pense, quelque chose, matière à regarder ici l'or dans l'avenir, et évidemment parce que ce rapprochement avec Luxottica semble avoir beaucoup de sens. Et alors sur ce rapprochement justement avec Luxottica, pour le moment, il manque les autorisations de plusieurs autorités de la concurrence. Autant Bruxelles et, dites-moi si je me trompe, et l'autorité américaine ont donné leur feu vert, alors que normalement ce sont les plus réfractaires. En tout cas, j'allais dire les plus retors, voyez, moi j'étais moins. Et là, il manque apparemment la Chine et la Turquie. Exactement. Alors on verra, on peut voir que depuis donc cette annonce qui a été faite le 16 janvier 2017 exactement, on voit que le cours a évolué, je dirais, au gré justement de ces autorisations accordées par les différentes instances de régulation du commerce et de la concurrence locale. Donc aujourd'hui, effectivement, on attend de savoir quelle sera la position de Pékin à l'encontre de ce rapprochement. Typiquement, aux dernières nouvelles, les réticences seraient quand même relativement minimes. Donc, typiquement, on a quand même de fortes chances. Le management des deux sociétés, quand on regarde, donc elles ont publié toutes les deux leur T1 2018, les deux managements se disent très confiants sur la réalisation de ce business, de cette affaire, de ce deal, dans le courant du premier semestre 2018. Donc, on n'a pas, je dirais, de crainte réelle à la réalisation de ce deal. Donc, on voit par les multiples, donc avec le PER, je suis à 127,12, en VE sur EBITDA, je suis à 123,24. Donc on peut typiquement commencer à tracer un canal entre les 123 et les 127, et les DCF, donc je vous expliquais sur des exercices, croissance moyenne de CA 4%, coût du capital calculé à 7,85, bêta retenu 0,94, prime de risque calculée sur les 115 valeurs du SBF 120, 7,53. Donc vous avez mes hypothèses. Je pense que typiquement des catalyseurs existent, peut-être, mais des catalyseurs, je dirais, peut-être macroéconomiques, même météorologiques. On vient de le voir, s'il fait beau, on vend des lunettes de soleil. Après, je dirais que financièrement, on reste quand même en attente, je dirais, d'une croissance moyenne de chiffre d'affaires peut-être un peu plus supérieure qu'à 4%, ce qui permettra à la société de dégager des marges opérationnelles très importantes, puisqu'on estime que les synergies opérationnelles devraient permettre aux deux sociétés de réduire d'à peu près 500, alors chacune, c'est pas chacune, mais d'environ les synergies totales calculées sont environ de 500 millions à 600 millions. Et alors l'objectif de 127 €, c'est pas d'ici à fin juin? Non, c'est pas d'ici à fin juin du tout. Non, c'est, je dirais, sur du plus long terme. Et de toute façon, même techniquement, on le voit, il y a des paliers, il y a des niveaux de résistance à franchir qui sont quand même assez importants. Donc on visera les 114,50, puis les 116,50 et enfin les 120, avant éventuellement d'aller se diriger vers les 127,12. Mais quand même, techniquement, remarquons que la tendance est baissière, mais tout de même, on voit que le cours évolue au-dessus de toutes ses moyennes mobiles et va chercher régulièrement son haut de canal descendant. Merci beaucoup Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant.